Bonjour à tous, merci pour votre présence ce soir et bienvenue à ce troisième webinaire organisé par EcoConso. Nous sommes une ASBL qui sensibilise à une consommation plus responsable. Nous sommes situés à Namur, au Mundo N, pour ceux qui connaissent. Ce webinaire est organisé en partenariat avec M. Philippe Madec, un architecte urbaniste qui nous parlera d'architecture frugale. J'ai d'abord quelques informations pratico-pratiques à vous transmettre. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, n'oubliez pas de couper votre son. Je vous invite également à vérifier que vos micros sont bien coupés. Nous avons maintenant 1h15 devant nous, 1 heure de présentation, suivie de 15 minutes de questions. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat. Nous les récolterons pendant la présentation et nous les transmettrons à M. Madec à la fin. Je laisse sans plus attendre la parole à notre invité et bon webinaire à tous. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir organisé ce moment ensemble. Le plus important, c'est aussi le temps d'échange qu'il y aura tout à l'heure, donc je m'arrangerai pour laisser tout le temps nécessaire. Je vais partager mon écran maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez l'écran? Oui, c'est parfait. Oui. Très bien. Bien. On va essayer de comprendre comment faire mieux avec moins, les raisons pour lesquelles on peut faire mieux avec moins, on va dire, on les connaît un peu. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que nous avons gagné la bataille des idées aujourd'hui et qu'il reste à gagner la bataille du terrain, la bataille de comment faire différemment. Mais avant de vous montrer juste le différemment, je vais revenir sur un point qui explique la naissance du mouvement de la frugalité heureuse et créative, et dont je vous parlerai. Là, je vous parle de Paris. Je suis un Breton qui travaille à Paris et qui habite à Bruxelles, figurez-vous, depuis maintenant plus de 15 ans. Et je vous parlerai aussi, bien sûr, de la frugalité et de la Belgique. Ah, il n'a pas envie d'avancer. Voilà, merci. Alors, sans doute que toutes ces choses-là vous sont connues. Aujourd'hui, on sait bien, le réchauffement planétaire a atteint plus 1,1 degré. Et on sait bien, depuis un avant-dernier rapport du GIEC, que les 1,5 degrés ne sont plus une hypothèse, mais une certitude, et que la question est où serons-nous entre plus 2 degrés ou au-delà. Et on sait que récemment, à la dernière COP, on évoquait les plus 2,8 degrés. Je vous ai mis en bas quelques images qui ne sont pas de la science-fiction, qui sont des images du monde tel que nous l'avons vu. Et vous reconnaîtrez malheureusement quelques images de la Wallonie de l'année passée, que vous retrouvez ici. Donc, ce qui est là, on a déjà ça à plus 1,1 degré, donc tornade, tempête de sable, élévation du niveau de la mer, sécheresse, incendie et inondation. Alors, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Et à quoi surtout devons-nous nous préparer? Et comment faire en sorte que nos travaux soient adaptés à cela, prêts pour faire face à cette évolution? Quand on regarde ces graphiques, qui sont des graphiques tout récents produits par le GIEC, vous voyez que les émissions de gaz à effet de serre de la première colonne et de la seconde colonne, comme de la cinquième, sont des émissions qui concernent directement le monde des bâtisseurs. Les deux du milieu, sur le méthane, et notamment concernent l'agriculture. Et vous voyez bien que, comme c'est dit au-dessus, donc la colonne 5, hein, c'est tout ce qui est lié au rafraîchissement. La première, c'est l'industrie, dont la fabrication du ciment, et la seconde, c'est l'occupation des terres. Et donc, vous voyez que malgré tous nos efforts, malgré le fait que voilà, nous avons peut-être gagné la bataille des idées, nous n'avons pas du tout gagné la bataille du terrain, puisque malgré toute notre conscience de la situation actuelle, les émissions de gaz à effet de serre sont records de plus en plus. Et donc voilà, chaque année, 8,8 millions de décès liés à la pollution et des milliards liés aux destructions, aux catastrophes naturelles. La langue anglo-saxonne est plus
rapide et adaptée que la nôtre au changement, enfin que le français au changement. Et il ne parle plus de catastrophes naturelles, mais de unnatural disasters, c'est-à-dire des désastres non naturels, parce que nous en sommes évidemment à l'origine. Dans le monde entier, 60% des déchets globaux viennent du bâtiment. Je suis en Île-de-France ici, c'est 75% en Île-de-France et 70% en France. Voilà, on sait bien que les ressources au niveau mondial sont consommées en 6 mois. Au Luxembourg, c'est en 1 mois, mais c'est juste une question de relation entre la biocapacité d'un territoire et son empreinte écologique. Et 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment. C'est l'ONU qui l'a rendu public en 2018. Si vous ajoutez aux 40% d'émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment les 20% qui sont liés au déplacement, et vous voyez que quelqu'un comme moi qui suis architecte et urbaniste, je suis concerné par 60% des émissions de gaz à effet de serre. Une tonne de béton armé émet 1 tonne de CO2, et quand vous faites un bâtiment en béton, il vous faut 800 kg de béton pour 1 mètre carré. C'est-à-dire qu'un mètre carré d'un bâtiment en béton émet 800 kg de CO2. Et puis, bon, on a raison évidemment de se battre contre l'utilisation abusive de l'aviation, mais l'aviation civile et de fret, c'est entre 3 à 4%. La fabrication du sac de ciment, c'est entre 7 à 9%. Donc voilà, il faut choisir ses combats. En tant que bâtisseur, on a choisi le nôtre. Et puis, il y a quelque chose qui renvoie à une situation malheureusement trop contemporaine. Toutes les guerres contemporaines sont liées à la maîtrise des ressources naturelles. Et si nos bâtiments, si nos architectures, si nos maisons, au lieu de consommer de l'énergie, produisaient de l'énergie, on dépendrait certainement moins du pipeline de M. Poutine ou d'autres producteurs d'énergie fossile. Alors, face à tout ça, il y a 4 ans, avec un ingénieur Alain Bornarel et une architecte auteure Dominique Bezin-Miller, nous avons lancé le manifeste de la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. Et nous avons fait ça parce qu'on voulait dire stop à ça. Stop à cette mécanisation du monde, stop à cette industrialisation de l'établissement humain, stop à cette dépendance que nous avons face à la machine, donc stop au modernisme et stop au machinisme. Nous avons choisi le mot de frugalité et pas celui de sobriété. On n'a pas choisi sobriété parce qu'en fait, la sobriété, on sentait bien qu'elle allait devenir une injonction. Aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'il faut moins consommer. Est-ce que l'on peut construire un vrai projet d'avenir, un vrai récit contemporain et partagé sur une injonction? Je n'y crois pas. Enfin, nous n'y croyons pas. Et donc, nous avons choisi le mot frugalité qui vient du latin fruit, frux frugis. Frugal, c'est la récolte du fruit et elle est fructueuse, c'est la même origine quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et en fait, cette possibilité d'avoir une relation fructueuse avec la terre me semble plus intéressante que juste le fait de dire tu consommeras moins d'énergie et tu émettras moins de carbone. Émettre moins de carbone et consommer moins d'énergie, ça fait bien sûr partie des ambitions de la frugalité, mais ça n'est pas que ça, et bien heureusement, ça n'est pas que ça. Donc, la frugalité n'est pas la sobriété, je l'explique assez longuement dans un article paru sur la revue Topophile, et en faisant ce travail-là, je suis tombé sur des textes magnifiques de Montesquieu qui disaient que l'amour de la démocratie, c'est l'amour de la liberté, l'amour de la démocratie, c'est l'amour de l'égalité, l'amour de la démocratie, c'est l'amour de la frugalité, parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité sans la frugalité générale. Et donc, c'est bien de cet ordre-là et dans cette optique-là que l'on travaille pour arriver à faire mieux avec moins, qui est le titre de cette conférence et le titre d'un de mes livres récents, qui date de l'année dernière, et qui renvoie à un travail un peu plus ancien de 97, qui est un travail qui est un des rapports du Club de Rome qui s'appelait Facteur 4. Facteur 4 en 97, c'était le premier rapport du Club de Rome à propos de la construction et de l'urbanisme. Et le sous-titre de ce rapport, qui est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources, est le seul projet d'avenir envisageable. Je n'en connais pas d'autres, en tout cas. Donc, depuis qu'on a lancé ce manifeste début 2018, plus de 15 000 signataires, le manifeste est devenu un mouvement, en fait, avec
Ici, vous voyez la France, mais il n'y a pas que la France, bien sûr. Ça vient du monde entier et ça vient de l'Europe. Et vous voyez que si le point est plus sombre sur la Belgique, c'est que la Belgique est le second pays signataire de ce manifeste, avec plus de 5, on est aujourd'hui à 500 signataires en Belgique, avec une quarantaine d'architectes. Et donc, vous voyez, il y a plus de 200 architectes qui sont des signataires, mais pas que, puisque vous le voyez bien, les 31% qui sont là sont les 31% de la société civile, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des bâtisseurs, en tout cas qui ne sont pas directement liés au monde des bâtisseurs, et qui nous disent qu'on a raison de faire ce travail. Alors, pour réussir à faire un travail pertinent, il ne suffit pas de dire les idées, il faut maintenant entrer dans les actions et dans la réalité d'une approche pragmatique. Et donc, on a lancé un travail de cartographie des ressources naturelles dans tous les pays qui sont engagés, où il y a des groupes engagés pour la frugalité heureuse et créative, comme la Belgique notamment. Et donc, avec cette cartographie, on sait à la fois où se trouvent les ressources naturelles et quels sont les artisans. Elle est en train de se construire, elle est en train de se fabriquer, donc ça prend un peu de temps, mais en même temps, les choses qui sont là sont avérées, à la fois les ressources humaines et les ressources physiques sur les territoires et les bâtiments qui sont intéressants de visiter. Les groupes existent partout, et y compris en Belgique. Le groupe belge vient d'être relancé le mois dernier. Et la réalité de ce mouvement, c'est ça, la réalité de ce mouvement, c'est le partage. Ce sont pas, le monde des bâtisseurs est plutôt un monde de compétition, des architectes les uns contre les autres, les promoteurs aussi, et même peut-être les entreprises. Et ici, l'objectif, c'est de partager tout ce que l'on sait, et on sait que ça marche ou on sait que ça ne marche pas, mais il faut justement en parler les uns avec les autres. Alors, pour rentrer dans la réalité d'une démarche frugale, on commence par quoi? Eh bien, on commence par ça. En fait, il faut commencer par penser de manière bioclimatique sa maison, son logement, puisque ce soir, je vais essentiellement vous parler de logement. Mon atelier ne fait pas que du logement, bien au-delà, pas au contraire, nous en faisons évidemment avec beaucoup de joie. Mais quoi que nous fassions, ça commence par une approche bioclimatique, c'est-à-dire une manière de penser et de réfléchir comment le bâtiment qui est déjà là et qui est à réhabiliter, le bâtiment qu'il faut peut-être construire, le logement qu'il faut peut-être construire, trouve des ressources dans ce qui est apporté par la nature. Et donc, ces ressources, ça commence par dessiner une forme et un volume qui correspond au contexte dans lequel on est, qui autorise qu'il y ait une solarisation. Excusez-moi, je range. Une solarisation pour qu'il y ait un apport de chaleur naturelle. Oh, pardon. Il y a une porosité de telle manière qu'il y ait une possibilité de ventiler naturellement le logement. Je pense qu'il y en a un que j'ai oublié, voilà, c'est ça. Solarisation pour la lumière et la chaleur. Transparence pour la qualité, pour la possibilité de bien voir sans avoir à allumer. Porosité pour pouvoir ventiler naturellement. Perméabilité pour qu'il y ait des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, y compris pour des questions de vapeur d'eau, notamment, et de chaleur et d'air, et une inertie dans le bâtiment de telle manière qu'il y ait, grâce au bâtiment, grâce à juste le fait qu'il soit là, de manière passive, qu'il y ait une gestion des différentes températures entre le jour et la nuit, notamment, et entre les saisons aussi. Mais tout ça, ça ne sert à rien si l'extérieur, si l'alentour du logement est un grand parking de supermarché avec simplement en enrobé. Il est absolument indispensable de régler la question de l'îlot de chaleur, de régler l'extérieur, puisque l'architecture telle qu'on la pense aujourd'hui de manière frugale, telle qu'on la pense dans ses capacités à accepter les apports gratuits de la nature, et dans un échange permanent et dans une osmose finalement entre l'intérieur et l'extérieur, se conçoit en coupe, comme vous le voyez là, plutôt qu'en façade. Et c'est cette porosité, cette possibilité d'osmose fait qu'il est indispensable de gérer aussi l'extérieur. Alors, la question de l'air est une question qui
qui n'est pas si souvent mise en avant, et pourtant elle est essentielle, parce que l'air, la lumière et la chaleur, c'est la matière fluide de l'architecture. On parle toujours des matières physiques de l'architecture, du bois, de la terre, de la chaux, etc., etc. Mais il y a la réalité d'un espace fluide qui est celui que nous habitons, celui que nous vivons, et qui est lié à l'air. Ici, vous avez une image d'un Bagdir iranien, qui est une tour à vent en Iran, qui permet de ventiler et de rafraîchir naturellement les maisons en Iran. Quand vous y entrez, vous avez l'impression qu'il y a une climatisation qui est à l'œuvre, mais non, pas du tout. C'est un travail intelligent sur le mouvement de l'air et sur la masse. Vous avez la même chose ici avec le Malkaf égyptien. C'est-à-dire que vous avez en face de l'entrée d'air principale une cheminée. Dans cette cheminée, il y a une outre qui est une outre en terre qui est cuite mais qui n'est pas vernissée et dans laquelle que l'on remplit d'eau. Donc, c'est une outre qui va perler. L'air passe autour de l'outre, se rafraîchit, tombe comme elle est rafraîchie, entre dans le logement et quand elle est réchauffée par la vie intérieure du logement, elle ressort en partie supérieure. Tout ça sans aucun moteur, que ce soit en Iran ou en Égypte. Et vous avez ici alors deux petites tourelles à vent que j'ai chinées dans une brocante à Bruxelles, qui sont en fait des girouettes parisiennes qui tournent encore, qui fonctionnent encore et qui se mettent face au vent, de telle manière que le tirage se fasse avec l'effet Venturi de l'entrée d'air dans les lamelles et se met toujours face au vent grâce à cette girouette et donc protège de la pluie les cheminées qui sont à l'intérieur. Ce travail-là sur la lumière, sur la chaleur, sur l'air, ça permet de faire des maisons comme celle-ci. Alors cette maison est une réhabilitation d'une écurie dans une ferme. On est là en Bretagne, dans le Finistère Nord. Vous reconnaissez la Bretagne à ce granit jaune et à ce schiste. Et donc, cette maison, elle est en fait appuyée contre une autre maison. Donc, il y a peu de vue sur l'extérieur, mais c'est une maison qui a une toiture très présente et en tout cas 4 façades. Et on a donc décidé de faire un projet qui n'utilise que des produits qui sont disponibles à 20 km à la ronde. Alors, sauf bien sûr quelques produits industriels, mais je reviendrai sur ça. Donc, en fait, bien sûr, on n'allait pas isoler la maison par l'extérieur pour garder la qualité de la pierre existante. On a décidé de faire une boîte dans la boîte. Comme on est en Bretagne, il y a, avec le sol et le granit, ce qu'on appelle le radon, qui est un gaz radioactif, qui est un gaz mortel, et dont il faut se prémunir. Donc, on fait une dalle, là pour le coup, une dalle en béton, pour venir ventiler le radier de telle manière que le gaz radon ne rentre pas dans la maison. L'isolation de cette dalle est faite par une mousse de verre qui est en fait produite par les déchets de pare-brise de voiture. Par-dessus, on vient mettre, au-dessus de la dalle, on met une isolation en laine de bois et par-dessus la laine de bois, on vient mettre un parquet. Toute la périphérie du volume est isolée en béton de chambre. Donc, vous avez ici l'ouvrier qui est en train de projeter le béton de chambre. Donc, béton de chambre, ça veut dire du chanvre et de la chaux. Et en fait, tout ce qui est par terre ici est reprojeté. Donc, en fait, l'avantage du béton de chanvre, c'est que c'est un produit très perspirant. Et quand on a besoin d'isoler un bâtiment en pierre, c'est idéal d'utiliser le béton de chanvre parce qu'il est perspirant, comme logiquement la pierre doit l'être. Il est important de s'assurer que les joints de la maçonnerie sont des joints qui perspirent et que ce ne sont pas des joints en ciment. Donc tout ça, donc cette maison qui est faite, et j'ai oublié de vous parler de la toiture qui est en ouate de cellulose et en pavatex, en laine de bois, et avec tous les murs intérieurs qui sont en CLT. Alors c'est étonnant de se dire qu'au fin fond du Finistère, il y a du CLT qui est fait à moins de 20 km, mais en fait c'est vrai. Il y a un CLT qui est donc c'est cross-laminated timber, ce sont des grandes planches de bois qui sont ici non pas collées pour éviter les émissions de COV, mais qui sont clouées, vous le verrez tout à l'heure.
Donc, tout ça a été fait de telle manière qu'on n'ait pas besoin de chauffage et qu'on n'ait pas besoin de système de ventilation mécanisé. Alors, comment éviter le chauffage? Eh bien, il faut solariser la maison. Mais c'est un principe de base. Il faut s'arranger pour que les logements reçoivent 2 heures de soleil au 21 décembre. Quand il y a cette arrivée de lumière au 21 décembre, on peut être certain que la maison, toute l'année, va accueillir la solarisation gratuite qui permet d'atteindre au moins le passif, voire le zéro énergie, comme celle-ci. La seule chose qui est, donc les jours où il est nécessaire de chauffer un peu, il y a juste un poêle à bois pour toute la maison. Et pour le reste, la ventilation se fait, donc vous voyez sur la photo du haut ici, des panneaux solaires. Donc, ce sont des panneaux solaires sous vide pour l'eau chaude sanitaire. Les panneaux solaires sous vide sont extrêmement puissants, peut-être à ne pas trop utiliser dans le sud, tellement ils sont puissants. Mais en tout cas, en Bretagne, ça correspond très bien à ce dont on a besoin. Et puis, vous avez ces souches de cheminée qui servent à l'extraction de l'air, qui entrent par l'ensemble des baies que vous voyez dans ces photos, et avec, figurez-vous, des Velux que j'ai dû faire venir de Belgique, parce qu'en France, on ne trouve pas les Velux avec ce type d'entrée d'air autoréglable. Il y a un tel lobby contre la ventilation naturelle en France qu'on est parfois obligé de faire venir des éléments qui viennent d'ailleurs, y compris comme les entrées d'air qui se trouvent dans les fenêtres. Voilà, ça, ce sont des entrées d'air qu'on n'achète pas, qu'on ne trouve pas en France, qu'on va faire aussi venir de l'extérieur. C'est Edmonds. C'est des entrées d'air qui s'appellent invisivants. Donc ici, vous voyez le béton de chanvre qui est fini avec un enduit au sable. Et vous voyez le CLT qui apparaît. Alors, logiquement, le CLT, on ne le voit quasiment jamais en élévation. Mais ici, on l'a bien sûr laissé dans ses dimensions brutes. On a utilisé de la toile de jute pour venir se protéger du soleil. Et vous voyez ici, il y a une porte qui a été taillée pour accéder à la cuisine vers la chambre qui est au fond. Et cette porte-là, elle est devenue la table que vous avez ici. La chute est simplement devenue une table utilisable. Donc, tout est entièrement en bois. Et vous voyez un bois que l'on n'a pas essayé de retraiter. Donc, la face arrière et la face où on voit les clous, on a laissé tout ça apparent parce que finalement, il y a une esthétique qui est une esthétique donc, un peu brutaliste, comme on disait avant pour le béton, mais que l'on peut aussi utiliser pour le bois. Donc, la lumière est omniprésente, la lumière naturelle est omniprésente, même dans les endroits où il n'y avait pas de fenêtre. Donc, il y a tout un travail qui a été fait sur des puits de lumière un peu partout. Et donc, voilà, vu de l'extérieur, à quoi ressemble la maison. On a juste ouvert ces 2 fenêtres-ci. Toutes les autres fenêtres étaient déjà là. On a ajouté quelques Velux en toiture. Et la frugalité, elle va dans plein de détails. Alors, je ne sais pas si j'aurais ça à vous montrer, mais par exemple, dans les chambres, il n'y a pas d'interrupteur. Vous voyez, il y a une prise ici, mais il n'y a pas d'interrupteur. Pour éviter d'avoir entre l'interrupteur et les lampes en tête de lit des câbles en cuivre. Donc, on a simplement des interrupteurs sur les luminaires, ce qui n'est pas le cas de la salle de bain, bien sûr. Et puis, on a aussi décidé de ne pas mettre de quincaillerie. Donc, dans les portes, il y a des trous et non pas des poignées. Donc, pour éviter d'avoir des éléments industrialisés et métalliques. Et donc, voilà, quelques images de cette atmosphère donc, sans bruit de ventilation et sans chauffage central. Ce travail-là, on continue à le faire. Sachez que dans la réglementation française, c'est hors la loi, puisqu'il faut absolument qu'il y ait un renouvellement d'air obligatoire. Ce sont des choses que l'on fait avec des maîtres d'ouvrage qui sont d'accord pour le faire avec nous. Bon, j'ai aussi participé à un mouvement qui a demandé de se mettre à la loi pour faire avancer la loi, mais en tout cas, il y a des choses que l'on sait qui fonctionnent et il suffit juste de les mettre en œuvre pour utiliser moins de moteurs qui tombent toujours en panne et moins d'énergie, donc qui commence à nous manquer. Ici, c'est une autre ferme, et là, on est dans le Béarn. Et donc, c'est une ferme que l'on a réhabilitée. Quand on a commencé à y travailler, on a réalisé qu'il y avait du mérule partout.
Donc, toutes les boiseries, tout ce qui était en bois, on a dû l'enlever. Et on a évidemment remis tout ça. On a fait un vrai travail sur le réemploi des matières et sur le fait de laisser brut aussi des matières, y compris dans les endroits où les choses sont un peu mélangées, on va dire mêlées, mais il y a une esthétique finalement qui arrive de ce caractère impur, on va dire. Et donc, voilà, ça, on est en phase de chantier où on remet une charpente en bois partout, où on refait une structure en bois complète à l'intérieur, où on isole aussi par l'intérieur. Ici, ce n'est pas du béton de chanvre, on va isoler avec de la paille de bois compressée. On avait cherché à l'isoler en paille, tout court, mais en fait, on n'avait pas trouvé les bons artisans dans le Béarn. Ça a certainement changé maintenant. Et on a installé aussi ce système de ventilation naturelle, donc pas de moteur. On utilise la cage centrale de l'escalier comme espace de tirage de l'air et on rajoute en toiture des éléments qui sont des éléments d'extraction qui permettent d'avoir des extractions spécifiques pour chacune des pièces. Dans cette maison-là, on a installé ces capteurs. Vous savez ce qu'on met maintenant dans les salles de classe là, pour savoir la qualité de l'air et la nécessité d'ouvrir les fenêtres. Donc ici, ben voilà, vous imaginez bien que quand c'est rouge, l'air n'est pas bon. Quand il est vert, tout va bien. Et quand il est orangé, il faut commencer voilà, ça commence à évoluer. En fait, c'est devenu un jeu entre le père et le fils de cette famille de savoir qui fait en sorte que le rouge n'apparaisse jamais. Donc voilà, il y a d'autres histoires qui arrivent avec des manières éco-responsables. Et on a fait un gros travail de réemploi des matériaux. Donc, on a dû tout démonter, vous avez bien compris, à cause du mérule. Et toutes les briques, toutes les tuiles industrielles qui étaient sur place, on les a conservées. Certaines, on les a utilisées pour en faire des gabions, celles qu'on ne pouvait pas réutiliser. D'autres, on les a coupées en deux et on les a utilisées pour faire, vous avez là une image, pour faire une paroi acoustique à l'intérieur d'une salle commune. Autre projet qui est un projet récent de surélévation. Donc, je sais que les surélévations de maisons en Belgique font de magnifiques architectures et sont un vrai sujet et un vrai travail d'architecte. Nous, c'était la première fois qu'on en faisait une. Donc, c'est pour un couple d'ingénieurs du son et une chanteuse. Et on a fait une surélévation de cette maison à Montreuil avec, au fond du jardin, le studio de musique. Bon, surélévation et construction au fond de jardin, pas de fondation, en tout cas, pas du tout d'envie de donner de l'argent aux fondations. Donc, on a tout fait en sorte pour arriver à une structure de surélévation extrêmement légère. Donc, le projet ressemble à ceci une fois terminé, avant, après. Et les espaces intérieurs sont ceci, avec tout le réemploi que l'on pouvait faire aussi, évidemment. Et la charpente, c'est un système qui s'appelle BAM, qui est entièrement en contreplaqué de peuplier et avec juste des accroches mécaniques, métalliques, qui nous permettent de faire des grandes portées très légères et ne pas avoir du tout de retomber à l'intérieur. Et donc là, vous avez les éléments au moment du montage. On a aussi utilisé le même système au fond du jardin pour le studio de musique, où bien sûr on ne pouvait pas faire arriver de grands engins au fond du jardin. Donc on n'a évidemment pas coulé 1 gramme de béton au fond du jardin. On est en pieux vissés, donc des pieux métalliques vissés. Et on a tout le reste est en bois avec le même système BAM, isolation en bois. Comme c'est un studio de musique, il y a de grands enjeux liés à la dissociation du volume intérieur et du volume extérieur pour les questions d'acoustique. Donc là, vous en avez un peu une expression en coupe pour faire en sorte que les voisins ne soient pas gênés et que la musicienne ait une belle atmosphère. Donc tout l'intérieur a été terminé en enduit à la terre. Et voilà le petit volume qui a été réalisé donc voilà, dans les plans de structure. Ce type de travail sur les maisons, on le fait rarement. Enfin, là, je vous ai montré
3 exemples de maisons individuelles, mais en fait, nous le faisons extrêmement rarement. Bien sûr, nous nous intéressons à la maison, mais à la maison dans des logiques un peu plus collectives, dans des logiques de plan urbain. Et par exemple, ici, nous commençons ce travail à Angers. Pardon. Nous commençons ce travail à... Est-ce qu'il y a des masques qui apparaissent sur votre écran ou pas? Non? Des masques que je n'ai pas compris. Non, oui, c'est ça. Non, donc vous n'avez pas ce souci-là, c'est très bien. Alors, donc là, on est sur un secteur d'extension qui est le dernier secteur d'extension d'Angers, où on fait des logements à la fois, donc des logements en accession privée et en accession sociale, donc à très bas coût. Et avec la partie qui est blanche et qui est en bas de l'image, c'est du logement qui va être coopératif. C'est-à-dire, c'est un îlot entier qui va être dessiné avec les habitants qui voudront entrer dans la coopérative. Et pour les maisons qui sont... Bon, il y a un gros travail de biodiversité, de travail sur le sol et sur l'eau, sur la porosité, enfin sur l'effet d'îlot de chaleur dont je parlais tout à l'heure. Et pour les maisons, on a, voilà, donc l'atmosphère du projet fini, ce sera à peu près ça. Et pour les maisons, on a retenu le principe de faire avec les gens. À la fois parce que, bien sûr, ici, dans la coopérative, c'est quelque chose qui va se faire, mais on a aussi proposé que pour ces logements-là, il y ait la possibilité de choix, et y compris d'intervention des acquéreurs, quand il y a acquéreurs, sur le projet. Et donc, on a travaillé avec un matériau que moi j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement, et surtout dans les projets publics, qui est la BTC, la brique de terre compressée, donc qui est une des... Enfin, il y a 2 grandes techniques de la terre aujourd'hui qui sont les grandes techniques contemporaines, qui n'empêchent pas que les autres sont belles et sont magnifiques, le pisé, la doc, tout ça, c'est tellement bien. Mais si on veut finalement faire en sorte que la terre nous aide à remplacer le ciment, le terrible ciment Portland, il faut bien que l'on réfléchisse à autre chose qu'à du parpaing et à du béton armé. Et donc, j'utilise beaucoup la BTC, qui est une solution de briques industrielles en terre crue. Et il y a aujourd'hui même des modules de terre crue de BTC qui font 40 cm par 40 cm par 1,20 m. Donc, vous voyez, c'est une terre qui commence à ressembler à un très gros bloc de pierre qui permet de faire des choses très intéressantes. Ici, dans les logements, comme la BTC, c'est de la terre crue, on met la BTC à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ce n'est pas un parement. Ce n'est pas là pour faire joli. C'est là pour apporter toutes les qualités qu'on connaît d'inertie, de thermique, d'hygrothermique et d'acoustique à l'intérieur. Donc, il y a 2 solutions. En fait, il y a la solution en BTC, puis il y a une autre solution qui est à la fois mixte avec ossature bois et terre cuite. Et on le fait avec la terre qui est sur le site. C'est dans les travaux que l'on mène. D'une certaine façon, on est en train d'entrer dans une sorte de démondialisation, puisque les ressources que l'on essaie d'utiliser le plus possible, l'air est là, la chaleur du soleil est là, la terre est là, le bois n'est pas très loin, et on se sort finalement d'une mondialisation qui nous a extrêmement pénalisés. Donc, chacun de nos projets a une dimension géopolitique. C'est pour ça que les images que je montrais au début nous concernent tous. Quand vous achetez un parpaing, qui a fabriqué le parpaing? Quelle énergie a été utilisée pour le parpaing, etc., etc. Donc voilà, il faut absolument faire un travail de proximité et de ressources de proximité et de travail en commun. C'est-à-dire que là, vous avez les stocks de BTC qui sont ici chez un fabricant, et puis là, vous avez la fiche qui a été annoncée pour inviter ceux qui ont envie d'entrer dans la coopérative pour commencer à travailler avec nous sur leur projet. Alors, ce travail-là que l'on fait avec les maisons et avec l'air, c'est un travail qui nous aide aussi à réfléchir au logement collectif. Parce qu'on voit bien que si on veut que le logement collectif devienne désirable, il faut bien que le logement collectif ait quelques qualités de la maison individuelle.
on va arrêter de faire la maison individuelle. Il faut être clair, c'est terminé, quoi. Mais il faut que l'on ait quand même la possibilité de donner une qualité de vie au logement, au logement collectif qui est des qualités. Donc ici, vous avez des logements intermédiaires avec des terrasses qui font de 20 à 50 mètres carrés et sont des logements que l'on peut assembler aussi. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ici, vous avez la dernière typologie que l'on a mise au point. Pendant très longtemps, on a travaillé sur la typologie Est-Ouest, non, sur la typologie Nord-Sud, qui est la meilleure typologie, on va dire, pour l'orientation et la maîtrise des chauffages, mais bon, en tout cas de la solarisation, mais ça ne marche pas toujours. Et puis, quand on fait de la réhabilitation, on peut très bien se trouver avec des bâtiments qui sont Est-Ouest. On ne va pas détruire pour tout mettre au nord. On ne va pas régler le monde entier avec une orientation nord-sud. Et donc ici, on fait des logements qui ont 2 espaces extérieurs. En fait, la qualité de vie contemporaine nous amène à réfléchir à des possibilités de vie différenciées en fonction du jour dans les saisons et en fonction des heures du jour. Bon, et puis, si vous regardez bien, mais vous ne le voyez pas, mais toutes les pièces ont des fenêtres. Le WC a une fenêtre, la salle de bain a une fenêtre, la cuisine est en second jour, mais les fenêtres sont là. Et vous verrez, il y a d'autres logements où il y a des fenêtres partout. Et en fait, ce dispositif-là, avec un mur de BTC ici au milieu, donc un mur massif en plein milieu pour aider à la gestion de l'inertie, et des brasseurs d'air partout, c'est la typologie la plus avancée que nous avons aujourd'hui conçue pour faire du logement collectif. Donc voilà comment elle fonctionne, avec, on va dire, l'espace extérieur privé et un espace extérieur collectif qui est le long de la coursive. Alors, ce sont des petites coursives, ce sont des coursives de 3-4 logements. Le long de la coursive, finalement, une cour devant, une cour de maison qui est aussi un espace de vie partagée. Et c'est bien ce que l'on a dans les maisons alignées, dans les row houses, ces espaces de partage devant et derrière que l'on réussit à retrouver dans les logements. Et donc là, vous retrouvez aussi la BTC qui est ici, le bois qui est partout. Vous avez peu de béton dans les projets. Et la ventilation naturelle devient un enjeu même de design. Ici, vous avez des logements que l'on a fait à Saint-Nazaire, donc on est tout près de Nantes, là où on fait les paquebots. Et ces logements sont les seuls logements français à avoir une ventilation naturelle assistée contrôlée. Les autres sont des ventilations hybrides, comme on dit. Et donc, les tourelles qui font 4 mètres de hauteur ont été réalisées par la ressource locale. Là aussi, ce sont les chaudronniers de marine, ceux qui font les tourelles sur les paquebots. Et donc, voilà, on ne peut faire ça qu'en mettant des fenêtres dans les salles de bain. Ce qui n'est pas tout à fait l'habitude contemporaine des architectes qui construisent en béton et qui mettent les salles de bain et les WC au milieu sans fenêtre. Et ça, depuis les années 80, depuis que la VMC est capable de vous renouveler l'air dans le logement. Et ce travail-là, donc, qui est un travail simple, mais qui est un vrai travail d'architecte, qui n'est pas un travail de technicien, qui est un travail d'architecte, parce que c'est un architecte qui dessine le plan, quoi, et qui pense à la qualité de vie. Cette typologie-là fait que le matin, quand vous allez dans votre salle de bain, vous n'allez pas dans un placard, qui est quand même un peu mieux. Et donc, cette typologie-là, on la pousse encore plus loin. Et donc, il faut vraiment vous imaginer que chaque fois, ce sont des allers-retours entre les logements individuels et les logements collectifs. Et ici, dans un projet de logement que l'on fait à Bordeaux à l'heure actuelle, qui s'appelle Paul Boncourt, on a donc qui est un mélange de typologie à la fois de la maison réhabilitée, du petit immeuble. Ça, c'est un immeuble participatif qui a été aussi réalisé dans l'ensemble. On a un bâtiment qui est celui-là, qui est, on va dire grosso modo celui-ci, dans lequel on a dessiné des plans où toutes les pièces ont des fenêtres. Donc, on revient dans une logique de maison. Donc, toutes les pièces ont une fenêtre. Donc, vous voyez ici, le WC a une fenêtre, la salle de bain a une fenêtre, les chambres, évidemment, le séjour et la cuisine. Donc, tous les logements sont traversants, tous. Certains ont même 4 façades, celui-ci a 4 façades. Donc là, on est totalement hors la loi. Donc, pour réussir à faire ça,
Parce que la ventilation naturelle, c'est la santé publique. Pour réussir à faire ça, l'État est d'accord avec nous et on est accompagné par 2 organismes de l'État qui vérifient, un, les travaux et l'autre, ce qui a été effectivement réalisé pour s'assurer que le renouvellement de l'air est optimal, mais il n'y a aucun souci. Les gens vont avoir des fenêtres et de la lumière dans toutes les pièces et on sait bien que la qualité de l'air dans les logements est moins bonne qu'à l'extérieur. Donc tout ça, c'est à la fois une santé physique et une santé morale apportée aux habitants. Pardon. Alors, je vais terminer sur ce projet-là, et on aura le temps de se parler, qui est un projet qui montre des logements neufs, mais qui montre aussi un rapport à la nature un peu différent et qui renvoie à la question de la réhabilitation. J'ai réalisé à Val-de-Reuil, qui est la dernière ville nouvelle française, tout près de Rouen. J'ai réalisé un éco-village qui est au bord de l'Eure. Donc l'Eure, c'est un des affluents de la Seine, et donc l'Eure déborde chaque fois que la Seine déborde. Et le site sur lequel on travaillait s'appelle les Noé, et en vieux français, les Noé, ça a amené au nous, mais les Noé disaient le site inondé. Et donc, on a décidé d'accueillir les inondations. Je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique phrase de Bertolt Brecht qui disait « On parle toujours de la violence des fleuves et jamais de celle des berges qui les enserrent ». Donc voilà, nous, on a décidé de ne pas du tout enserrer la rivière, mais en tout cas de faire en sorte que l'eau vienne et que l'eau apporte tout ce qu'elle peut apporter en qualité de paysage et y compris en qualité de biodiversité, puisque la première noue initiale sert de frayeur à brochet et toutes les inondations décennales, trentenales et centenales sont gérées sur l'ensemble du projet. Donc l'eau effectivement arrive, c'est une espèce d'aqua alta normande, et l'eau arrive et va partout où elle a été attendue. Ce que vous voyez là sont des espaces où les gamins jouent au foot quand l'eau n'est pas là, mais quand l'eau est là, ils jouent aussi au foot. Parce que c'est très peu profond, mais c'est tellement grand qu'il y a une quantité d'eau importante. Et quand l'eau est là, ben le projet fonctionne, parce que tout a été pensé comme ça. Vous voyez que rien n'est vraiment bâti en dur. Là, il y a juste un gabion de pierre pour tenir ce petit ponton. Tout le reste, il n'y a pas de béton coulé dans ce jardin. Et quand l'eau n'est plus là, ben, le paysage est magnifique, puisque l'eau a amené toute cette nourriture possible pour le paysage et laisse voilà, une végétation d'espace aquatique magnifique. Et voilà, le petit gamin qui était là a retrouvé, quand l'eau est partie, son espace de jeu sec, mais ça fonctionne. En hiver, quand l'eau est là et la glace est là, le soleil est aussi là. Et donc, on a absolument fait en sorte que tous les logements aient les fameux 2 heures de soleil au 21 décembre dont je vous parlais, pour réussir à arriver au niveau passif sans exploit technologique sans intérêt. Donc ici, tous les logements sont passifs, comme la crèche aussi, isolée par l'extérieur, avec une inertie intérieure. Et donc la qualité de ces logements est telle que quand il y a eu les gilets jaunes en France, comme cet écoquartier est connu pour avoir donné à des logements sociaux et à des habitants de logements sociaux la possibilité d'habiter des logements sans avoir besoin de leur chauffage, les radios et télé sont venus et ils ont eu l'exemple de plein de gens qui me disaient « Regardez mon thermostat, regardez la température, regardez mon chauffage, il est éteint, je ne sais pas quand je l'ai éteint. » Et donc, cette possibilité d'arriver à une qualité de vie, enfin 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources, c'est pas de ventilation mécanique, c'est pas de chauffage utilisé, mais c'est une qualité de vie réelle. La lumière, le soleil et l'air, c'est quand même pareil. Et donc, c'est possible. Donc voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a évidemment chez nous plus de fenêtres que partout ailleurs, de telle manière que ça balaye dans tous les sens et que toutes les pièces puissent avoir leur lumière et leur air. Voilà les typologies. Donc voilà, vous avez bien compris que ça, c'est une salle de bain. Et l'ensemble du quartier est un quartier très mixte, à la fois de la maison individuelle, du logement collectif. La voiture est à l'extérieur, les gens viennent avec leur cours jusqu'à chez eux, personne ne s'est jamais plaint.
les enfants jouent et vivent dans ce quartier sans aucun problème. Les noues qui servent ici à régler les crues les plus importantes servent de seuil aussi entre les logements et les espaces de promenade. Vous voyez, il n'y a pas d'enrobé ici, tout étant stabilisé. Et on ne le voit pas là, mais les enfants laissent leurs chaussures dehors, comme si c'était dans un couloir de logement collectif. Le végétal est omniprésent, donc maîtrise de l'effet du haut de chaleur, on l'a ici. Et quand les enfants sortent de la crèche, ben voilà, ils ne sortent pas au milieu des voitures et sur de l'enrobé, mais dans des espaces voilà, où le végétal les accueille, et au sol, toujours le sable. La lumière est omniprésente partout. Et sur ce site, il y a une coopérative qui fait de l'horticulture bio pour de la réinsertion sociale. Donc voilà, ça, ce sont ces espaces de travail qui sont des espaces protégés pour que leur production soit conservée. Il y a une partie extérieure non protégée pour qu'il y ait c'est ce qu'on appelle les incroyables comestibles, donc il y a une production qui est rendue publique, des jardins familiaux qui sont ici derrière, et un poulailler collectif. Il y a une association qui a créé un poulailler collectif récemment, et une halle qui fait le lien finalement entre le reste de la ville et ce quartier, et ce qui est produit sur ce quartier. Il y a un espace pour des ânes, puisqu'il n'y a pas de tracteur hein, pour le travail qui est fait sur place. Et les ânes, quand ils ne servent pas à l'horticulture, ben, ils servent à accompagner les enfants à l'école. Et donc, ce qu'on appelle le pédibus, hein, c'est le fait que les parents accompagnent leurs enfants à l'école, est devenu un asinobus, c'est-à-dire ce sont les ânes qui portent les cartables des enfants jusqu'à l'école. Et quand les ânes ne sont pas là, les enfants sont assez contents de continuer à faire le chemin de l'âne et n'ont pas envie de prendre les voitures. Et en fait, il faut faire tout ce travail-là. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une chaufferie au bois qui vient avec le bois de la forêt normande. Enfin, sur tous les niveaux de ce projet, on a réussi à faire en sorte de maîtriser l'empreinte écologique, que l'on a ramené à 2,9 équivalents hectares. Il faut savoir que 2,9 équivalents hectares, c'est ce que le territoire français peut accepter comme empreinte écologique, alors que la France aujourd'hui a une empreinte de 5,3 équivalents hectares. En fait, pour réussir à faire un projet durable, il faut arriver à ça. C'est-à-dire qu'il faut faire tous ces efforts sur la nourriture, sur le transport, sur le logement, sur les biens et services. Et donc voilà, c'est possible avec le neuf, c'est plus compliqué avec la réhabilitation, mais en tout cas, il faut absolument que la réhabilitation s'engage sur toutes ces approches-là. Et donc, on pourrait se dire, ben voilà, on sait faire, maintenant, on n'a plus qu'à faire ça. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça parce que on sait bien que chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. Et ce n'est pas avec ce 1%-là, dans lequel il n'y a peut-être que 1% d'architecture éco-responsable. Ce n'est pas avec ce 1% construit chaque année qu'on va sauver la planète, qu'on va réduire nos 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on sait bien que le travail du XXIe siècle, c'est la réhabilitation. Et c'est la réhabilitation du monde déjà là. Juste, mais à toucher l'éco-village des Noé, il y a un éco-quartier, il y a un éco-village qui s'appelle le hameau de Landel, qui a été fait dans les années 80. Donc, localement, tout le monde sait que ceux qui habitent l'éco-village des Noé n'ont pas besoin d'énergie, qui vivent plutôt bien, même s'ils n'ont pas beaucoup de revenus. Sauf que le hameau d'à côté, ce sont des maisons phénix. C'est-à-dire ces maisons qui ont été très industrialisées en France dans les années 80, vous voyez, c'est ça, même avant. Donc, des plaques de béton qui font 3 cm d'épaisseur et des structures métalliques minimales. Donc, ça a permis de faire des maisons à très bas coût et voilà, ça a pu répondre à certaines demandes. Vous imaginez bien que la qualité thermique de ces architectures-là, de ces bâtiments-là, ne convenait pas. Et donc, le maître d'ouvrage de ce projet-là nous a demandé de réhabiliter ce quartier de telle manière que ceci ne soit plus qu'un seul écoquartier. Bien sûr, on n'a pas réussi à arriver au niveau passif à partir de ces maisons-là, mais on est arrivé à un niveau de BBC+, en réhabilitation, et avec une démonstration très intéressante.
Pour faire l'éco-village ici, il a fallu 10 ans. Donc de 2009 à 2019. On va dire qu'il y a 100 logements. Et chacun des logements est à peu près à 160 000 € le logement. 160 000, 170 000 € le logement. T3. Ici, on est à peu près au même nombre de logements. Ça ne va pas durer 10 ans la réhabilitation. Ça va durer 5 ans, 7 ans. Et pour chaque logement, on va mettre 85 000 € de travaux. Donc, on voit c'est 2 fois moins cher, c'est 2 fois plus rapide. Et au bout du compte, une qualité de vie qui est aussi liée au fait que les espaces extérieurs sont repris, etc., etc. Donc voilà, l'ambition de la réhabilitation aujourd'hui est évidemment de s'attacher à tout ce patrimoine qui a absolument besoin qu'on se mette à l'aimer à nouveau, quoi. Parce que là-dedans, il y a des gens qui habitent. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ça et on a le temps de l'échange maintenant. Merci beaucoup pour cette présentation. On a quelques questions dans le chat, donc je vais vous les transmettre de suite. La première est, est-ce que la BTC est porteuse? Alors, il y a... La réponse est oui. Il y a 6 ans, j'ai réalisé le premier mur porteur de BTC en France. C'était dans un bâtiment public à Cornebarieux. Et dans ce projet-là, on avait utilisé 33 000 BTC. Ce projet qui s'appelle l'ARIA à Cornebarieux, en fait, a lancé la production industrielle de la BTC en France. Et la société qui a produit ça, qui s'appelle Brick Technique Concept, a continué à développer les capacités porteuses de son produit, de sa brique. Et alors que moi, j'avais dû demander une autorisation spéciale pour mon chantier, ils ont réussi à avoir une autorisation générale pour pouvoir porter. Donc, avec la BTC, vous faites aujourd'hui des bâtiments en R+2 sans souci. Et ils continuent à faire leur travail avec les méga BTC dont je parlais, là, 40 par 1,20 m, qui vont, elles, avoir une capacité portante encore plus importante. Mais oui, la BTC est porteuse. En fait, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'expériences de BTC à Mayotte et avec beaucoup de projets de BTC porteuses. Ce qui a été fait à Mayotte à l'époque est toujours en place. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. La question suivante est par rapport à la rénovation de l'écurie. Est-ce qu'il est possible de clarifier, entre guillemets, 2 heures de soleil le 21 décembre? Oui. Fermez les guillemets. Sur des panneaux thermiques pour chauffage solaire, à travers les vitrages, sur quel type de surface en général? Non, c'est vraiment 2 heures de soleil sur des vitres. Il faut que le soleil puisse entrer dans la maison, puisse traverser des fenêtres. Et oui, ça se justifie très facilement. En fait, aujourd'hui, tous les concepteurs ont dans leur logiciel de dessin ce qu'on appelle un héliodon, qui est un petit programme qui permet de simuler en fonction des jours et en fonction des heures de chaque jour et en fonction du lieu où vous êtes, est capable de simuler exactement toute l'année le mouvement du soleil. Donc, ça n'est pas une utopie, c'est vraiment une chose qu'on fait depuis longtemps. Pendant très longtemps, c'était un des jeux en première année des écoles d'architecture de faire fabriquer des héliodons physiques où on se baladait avec sa lampe au-dessus d'un volume pour voir quelles étaient les ondes. Aujourd'hui, tout ça est totalement informatisé et très efficace. Merci. La troisième question, dans une salle de bain sans fenêtre, est-il envisageable de placer une ouverture de transfert? Et peut-être expliquer rapidement le concept d'une ouverture de transfert pour tout le monde. Merci. Alors nous, on réussit toujours à faire rentrer la lumière, quel que soit l'endroit, grosso modo. En fait, dans l'écurie, en tout cas, on a fait un travail en couple qui fait que la toiture, qui est un niveau plus haut, est vitrée et la lumière de la toiture descend dans la salle de bain de l'écurie. Dans les logements collectifs, on va dire, mais pas dans les maisons, enfin ça peut être dans les maisons aussi,
il est tout à fait possible de faire ce qui s'est fait pendant très très longtemps, hein, de mettre des ouvertures à la fois vitrées pour laisser passer de la lumière, mais ouvrantes pour faire passer l'air. Mais ça passe par une autre pièce. Par exemple, si vous pouvez avoir un WC contre une salle de bain. La salle de bain est contre la fenêtre et le WC est ventilé par la salle de bain. Avec entrée d'air en bas et sortie d'air en haut. Enfin, tout ça se fait sans aucun souci. Et plutôt très heureux à vivre. Merci. Collaborez-vous sur la rédaction de livrets d'usage bonnes pratiques à destination des usagers pour la vie dans et hors des logements? La personne précise que ce sont des livrets de bonnes pratiques générales. Est-ce que vous participez à ce genre de collaboration? En fait, nous faisons des livrets de bonnes pratiques pour nos logements. Je ne sais pas si vous vous souvenez des logements qui sont donc les seuls logements en ventilation naturelle de France, là, avec les tourelles en toiture. Personne ne savait utiliser ces logements-là, puisqu'ils n'avaient pas existé avant. Vous voyez, par exemple, quand les gens viennent cuire pour la première fois un plat dans leur cuisine et qu'ils ont besoin de tourner le bouton pour augmenter le tirage de l'air, juste pour ventiler la cuisine, ils tournent le bouton dans tous les sens et ils appellent immédiatement le vendeur ou le loueur. Et ils disent « mais ça ne marche pas, votre histoire ». Alors bien sûr, ils pensent que ça ne marche pas parce qu'en tournant le bouton, ils n'entendent pas un moteur qui s'emballe. Notre dépendance au moteur elle est tellement forte qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de moteur, on a l'impression que ça ne marche pas. Et donc, évidemment, pour ces logements-là, pas que pour ces logements-là, pour tous les logements bioclimatiques, où il faut revenir à une intelligence de la protection solaire, on redonne des clés. Je vais vous donner un exemple. Nous, on ne met jamais de volet roulant. Et surtout pas de volet roulant en PVC. Voilà. On ne met jamais de volet roulant parce que c'est un piège terrible. Ça empêche l'air de passer. Quand il fait trop chaud, vous baissez votre volet roulant pour vous protéger du soleil. Vous n'avez plus la vue à l'extérieur, donc vous êtes enfermé chez vous. Et votre volet roulant qui est au soleil devient un radiateur. Et ça, c'est insupportable. Et donc, nous, on fait des choix de mettre des brises soleil orientales, des BSO, qui permettent de ventiler, de protéger du soleil et de laisser la vue. Comme les gens ont été très habitués à des choses différentes, comme le volet roulant, il faut expliquer toutes ces choses-là. Et donc, on le fait. Et je dois vous dire, on ne laisse pas tomber nos maîtres d'ouvrage et nos habitants une fois qu'on a remis les clés. Mais à côté de ça, non, je ne participe pas à la rédaction de livrets plus généralistes sur la question de la ville. Ça ne m'a jamais été demandé. Et voilà. D'accord, merci. La question suivante. Bonjour, je pense qu'il y a, vous avez des bonjours évidemment de plusieurs personnes. Bonjour, je pense qu'il y a du ciment et du sable dans le stabilisé. Que proposez-vous pour remplacer les dalles de béton gazonnées et garder un sol drainant pour un espace voiture de cours? Vous pouvez redire le début de la phrase? Oui, j'étais un peu vite. Donc, je pense qu'il y a du ciment et du sable dans le stabilisé. Que proposez-vous pour remplacer les dalles de béton gazonnées et garder un sol drainant pour un espace voiture dans une cour? Alors, dans notre stabilisé, il n'y a pas de ciment. Il y a évidemment du sable, mais il n'y a pas de ciment, c'est de la chaux. Vous me direz, et je suis d'accord, l'empreinte écologique de la chaux n'est pas très éloignée de celle du ciment, mais est faible par rapport, est plus faible que celle du ciment. Donc voilà, on maintient des sols poreux avec cet enrobé-là. Et pour les stationnements engazonnés, on en fait de plusieurs manières et il y a tellement de manières de le faire aujourd'hui, y compris les mélanges terre-pierre qui fonctionnent très bien une fois que l'herbe a pris. Il n'est pas toujours nécessaire de mettre des pavés béton. Il y a d'autres solutions.
Et il faut un peu de temps quand on végétalise un espace de parking. Il ne faut pas le donner tout de suite aux voitures. Il faut absolument laisser à l'herbe le temps de fabriquer ses racines et voilà, de se développer. Merci. Alors, pouvez-vous faire un point sur la ventilation naturelle en Belgique? Est-elle possible? Car il me semble que la VMC est devenue obligatoire. En fait, je donne régulièrement des conférences. Enfin, je donne régulièrement. On va dire depuis que j'habite en Belgique, il m'est arrivé de donner des conférences et chaque fois, je évoque la ventilation naturelle. Et les premières fois, j'étais absolument étonné de voir que personne ne savait ce dont je parlais. Qu'effectivement, la ventilation naturelle n'était pas développée en Belgique. Récemment, j'ai vu un magnifique projet de Samin, de Philippe Samin, entièrement en ventilation naturelle, pour le siège social d'un organisme d'assurance, je crois. Est-ce qu'il n'est pas à Namur, ce bâtiment, d'ailleurs? En fait, c'est un bâtiment très horizontal et avec plein de cheminées verticales qui sont tout autour. Donc voilà, Philippe Samin a réussi à le faire. Donc s'il a réussi à le faire, tout le monde doit pouvoir le faire. Non, c'est juste une question d'envie et quand même, cette envie, il faut l'avoir maintenant, quoi. On n'a pas le temps de continuer à laisser des moteurs s'installer en permanence, tomber en panne, nous enquiquiner avec le bruit de l'extraction et utiliser tant que ça d'énergie. Donc, je n'ai plus, et je suis désolé, je n'ai plus la référence de Philippe Samin en tête, mais regardez bien, c'est un très beau projet. Merci beaucoup. Alors, par rapport au bâtiment à Namur, je ne vois pas exactement c'est lequel. Je sais que le Mondo a été construit Alors, il y a de quelqu'un qui manière... vient de répondre que c'est le BEP de Namur. Ah, d'accord, le BEP. OK, d'accord. Le BEP. Ici, au niveau du Mondo, c'est un bâtiment qui a été construit de manière la plus passive possible, mais je pense qu'on dispose d'une ventilation. Enfin, on ne dispose pas de ventilation naturelle, en tout cas. Alors, il y a pas mal de questions sur la ventilation, donc je vais rester dans ce thème-là et puis on reviendra aux autres questions par après. Merci pour votre patience. Alors, une autre question est, est-il possible de combiner les avantages de la ventilation double flux avec celle de la ventilation naturelle du point de vue de la récupération de chaleur? Et un tout grand merci pour ce magnifique travail. Nous avons plusieurs commentaires qui vous félicitent pour votre travail. C'est très gentil de me le dire. Merci aussi à vous de le dire et de l'avoir écrit. Oui, il est possible de faire de la ventilation naturelle en double flux. Il y a plusieurs projets en Île-de-France qui l'ont réalisé et je suis en train d'en faire un pour une école élémentaire à Chelles en ce moment. Donc en fait, c'est une chose simple, vous avez un échangeur. Vous faites entrer et sortir l'air de manière naturelle au même endroit et dans l'entrée, vous avez un échangeur. Oui, c'est possible. Voilà. Merci. Et ça a déjà été fait, surtout. C'est ça, ça n'est pas juste une envie, ça a déjà été fait. Alors la suivante, il y a une petite mise en contexte, donc elle est un peu plus longue. N'hésitez pas à me dire s'il faut la répéter. Donc bonjour, nous avons un projet de rénovation en Belgique. Notre architecte, un éco-entrepreneur, enfin un éco-architecte, a prévu de la ventilation naturelle, sans avoir fait les plans, car son travail s'arrête à la finalisation des plans. Quel cœur de métier, entrepreneur, maîtrise la ventilation naturelle en Belgique ou pourrait la réaliser sans plan, ou bien faudrait-il demander à l'architecte de le faire directement? En fait, mon expérience, c'est que pour moi, j'en fais depuis 2002 et je le fais quasiment chaque fois avec les mêmes ingénieurs. Pas toujours, hein, parce que maintenant, presque tous les ingénieurs intéressés par l'éco-responsabilité s'intéressent à la ventilation naturelle. C'est vraiment un travail ensemble d'un architecte et d'un ingénieur. C'est un travail ensemble parce que d'un côté, l'architecte dessine les plans de telle manière que les mouvements de l'air soient autorisés et l'ingénieur calcule la quantité de mouvement d'air qui est autorisée. De telle manière qu'on s'assure que finalement, ce qui va être à vivre est heureux à vivre et ne va pas poser plus de soucis que la ventilation mécanique. Donc pour moi,
c'est compliqué de reprendre un projet de ventilation traditionnelle en ventilation naturelle sans redessiner les plans. Mais en même temps, je ne connais pas le projet. Peut-être que c'est plus simple que ce que je dis. Si c'est un bâtiment en rez-de-chaussée, c'est facile. S'il y a des étages, c'est un peu plus compliqué. Et quant aux ressources belges, ne m'en voulez pas, je ne les connais pas tant que ça. Je pense que le groupe de la frugalité rose et créative, au fur et à mesure qu'il va se constituer, va nous permettre de répondre finalement à des questions comme celle-là, auxquelles il est important de pouvoir répondre. Je comprends bien. Je ne sais pas quel est le nom de l'ingénieur qui a travaillé pour le BEP de Namur. Il y en a forcément un. Enfin, vous me direz, Philippe Samin est ingénieur aussi. Merci beaucoup. Je vous ai mis, par rapport aux éco-entrepreneurs en Wallonie, je vous ai mis un lien dans le chat. Nous travaillons en partenariat très rapproché avec le cluster éco-construction, qui eux sont directement en relation avec des éco-entrepreneurs sur chantier, etc. Donc l'aspect très pratico-pratique. Et sur leur site, il y a une liste de tous les membres, ça s'appelle. Donc ce sont tous les éco-entrepreneurs qui sont listés dans sur leur site. Et donc, il y a plusieurs catégories avec les régions. Il y a par spécialité et spécialisation et il y a la ventilation dedans. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le site. Ça, c'est parfait, ça. En fait, on le voit bien souvent, la difficulté de trouver les bons artisans. Et vraiment, aider à la formation des artisans, c'est un des gros travaux de maintenant. Et je pense que la formation des artisans, elle se fait sur les chantiers. Les artisans n'ont pas le temps d'aller ailleurs que sur leur chantier. Et donc, il faut vraiment organiser des formations directement sur les chantiers pour les artisans. Oui, c'est ce que nous remarquons aussi quand on nous pose des questions et quand on donne des animations, c'est ce qui est demandé par le public. Alors, la question suivante, je pense qu'on a fait le tour des questions sur la ventilation. Une personne ici demandait quels sont les critères qui permettent au logement d'être durable dans le tableau de comparaison entre la France et les Noé. Ah ben, c'est que nous, on ne s'en est pas tenu au seul logement. Et ça, c'est… en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le calcul de l'empreinte écologique. En général, ça ne se fait pas sur un projet. Ça demande d'être sur quelque chose de plus étendu. Et nous, on l'a fait sur les Noé parce que les Noé, c'est un urbanisme et pas juste un projet de logement. Et là, dans ce projet d'urbanisme, comme il y a du déplacement, comme il y a de l'alimentation, comme il y a des enjeux d'énergie, on était capable de répondre à ces 4 aspects qui viennent d'ailleurs d'une approche qui est portée par le WWF. Donc voilà, la base, c'est le logement, l'énergie, le déplacement et le logement. Et l'accès aux biens et services. Merci. Une question par rapport à la BTC, est-elle stabilisée à la chaux? Alors vous avez ce que vous voulez. En fait, la BTC peut ne pas être stabilisée et elle peut être stabilisée à 7%. Les tests ont montré qu'en dessous de 7%, ça n'avait pas d'intérêt. Et donc, c'est soit rien, soit 7%. Je dois vous dire que en fonction des sujets que je traite, je choisis non stabilisé ou stabilisé. À l'heure actuelle, je suis en train de faire un chai et un cuvier dans le Bordelais, c'est-à-dire que je suis en train de faire un projet industriel, c'est viticole, vinicole. Et compte tenu de l'agressivité, à la fois des manipulations et de l'agressivité de l'air dans le chai, on a retenu en parement intérieur de la BTC stabilisée. L'extérieur, c'est du pisé, et là, je dois vous dire que le pisé, nous ne l'avons pas stabilisé. Donc, chaque fois, en fait, il est difficile d'avoir aujourd'hui des postures génériques. C'est pas que ça ou que ça. C'est toujours, finalement, la recherche de la bonne réponse, de la juste réponse. Et pour la frugalité, c'est ça. C'est la justesse de la réponse. Pas plus, pas moins, la bonne technique
dans la bonne quantité, pour le bon usage et dans le coût de la ressource, de la ressource locale, de l'économie locale. Parce que même, vous pouvez avoir une solution très bien qui fonctionne parfaitement dans une région et pas du tout dans une autre parce que l'économie locale ne le permet pas. Ou en tout cas, demanderait de faire venir de loin. Enfin, aujourd'hui, c'est aussi une des choses les plus passionnantes dans notre métier, c'est que tout est devenu différent. Tout est devenu riche de ces différences-là. Et donc voilà, trouver la bonne ressource localement, le bon artisan localement, enfin, tout ça n'en finit pas de nous faire travailler dans une abondance de solutions et de ressources. Ce qui n'était pas le cas du béton armé. Merci beaucoup. Alors, la suivante était « Que mettriez-vous à la place de volets roulants contre le froid ?» Ah ben, les BSO. Les brises soleil oriental. Vous avez des brises soleil oriental qui sont anti-effraction. Donc, ils sont même plus solides que des volets roulants. Mais surtout, dans le reste de l'année, et même dans les journées, ils laissent passer et le regard, et l'air, et la lumière. Merci. Alors, quelle solution pour éviter le moteur sur les panneaux thermiques? Le thermiciphon. Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Je ne maîtrise pas tout. Oui, pas de souci. C'est vrai que c'est assez précis. Avez-vous des recommandations d'ouvrages techniques? Je suis une professionnelle du bâtiment. D'ouvrages de mise en œuvre? Oui, je pense que la dame veut dire, le monsieur veut dire ça. Oh, je ne saurais pas vous dire. Je suis sûr qu'en cherchant bien, je sais pas, on va faire un tour chez Filigrane un jour ensemble ou dans au SIVA et on regarde ce qu'il y a, mais ça avance, ça bouge tellement vite, cette histoire. Avec des innovations en permanence. Je pense que le plus intéressant, c'est de partager avec ses confrères et ses collègues. Et je pense que des associations comme des SBL comme la vôtre, ça sert à ça. Enfin, c'est une des raisons d'être, de faire en sorte que la culture soit partagée. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'arriver à une culture partagée de l'acte éco-responsable. Oui, tout à fait. Vous touchez dans le mille. Si cette personne veut envoyer un email à info@ecoconso.be, nous avons une liste aussi de ce type-là. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous les transmettrai par mail. Il y a pas mal de messages qui s'affichent de personnes qui partent, etc. Donc, j'avais sauté une question sur la ventilation naturelle. Encore une fois, je suis en cours de rénovation d'une petite fermette ancienne. J'ai prévu des fenêtres dans toutes les pièces, éventuellement vers une autre pièce. Pas de chauffage central de prévu, mais un poêle presque central. Mais jusqu'ici, c'est une WC double flux qui a été imaginée. Je souhaiterais une solution non mécanique. Que conseillerez-vous? Ça revient à ce que j'ai dit récemment. Il n'y a pas de solution générique, il n'y a que des solutions spécifiques. Et il faut que je vois, il faut qu'un architecte voit un plan, et un plan et une coupe, vous avez bien compris. Il est très important de voir les coupes des bâtiments pour voir ce qu'il est possible de faire. Bon, vous avez compris qu'on peut faire du double flux en ventilation naturelle. Je ne l'ai jamais encore vu sur une maison. C'est peut-être l'occasion de faire une invention et d'avancer dans ce sens-là. Pour le reste, je ne saurais pas vous répondre. Je ne peux que vous souhaiter d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et ça demande juste de l'envie, en fait. Hein. Il ne faut pas penser que... Enfin, je suis sûr que la personne le sait. Quoi. On n'achète pas la machine qui fait ça dans le magasin d'à côté. On y réfléchit, on se projette aussi dans sa vie, on se projette aussi dans sa maison. Mais...
Et donc, ça dépend de l'isolation, ça dépend de tellement de choses, quoi. Je ne refuse pas d'y répondre, d'y répondre. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr, chaque chantier est très spécifique, donc parfois il est nécessaire de faire une visite sur place pour vraiment se rendre compte aussi, avec juste des photos ou juste des explications, ça peut être vite compliqué d'avoir une réponse plus précise. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on a un service conseil qui est fait pour ça, et nous, par après, on peut mettre en contact avec des entrepreneurs spécialisés dans tel ou tel sujet. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message à info@ecoconso.pe, je serai disponible pour vos questions. Malheureusement, on va devoir prendre une seule question. Je vois qu'il y en a d'autres, mais le temps, malheureusement, est imparti. Bonjour, la ventilation naturelle implique de l'entrée d'air neuf très froid. Dans des contrées comme les nôtres, comment limiter l'inconfort lié à cette conception? Si vous avez des exemples de bâtiments tertiaires conçus de cette manière, je serais très intéressée. Merci. Alors oui, là, on n'est plus dans la question du logement. Bon, déjà, sur du tertiaire, vous faites de la ventilation naturelle double flux. Et donc, vous n'avez pas d'entrée d'air en façade. Si c'est un immeuble de bureau, il n'y a aucun souci pour centraliser l'entrée d'air et la sortie d'air. Cela étant dit, nous, dans les immeubles de bureau que l'on fait, on a l'habitude d'installer une fenêtre très particulière qui ne s'ouvre que la nuit. C'est une fenêtre que l'on protège avec une grille ou que l'on protège de la manière d'empêcher que quelqu'un y entre ou que des animaux y entrent. Et en fait, cette fenêtre, on l'ouvre toutes les nuits de telle manière que le free cooling nocturne soit rendu possible. Après, tout dépend des bureaux que vous avez et de l'importance des bureaux que vous avez. Entre des bureaux, un petit immeuble de bureau à la campagne et un bureau en ville, les enjeux sont très différents. Donc, voilà. Mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Vraiment. Ouais. Et je terminerai sur ça. La solution passe toujours par l'intelligence de l'homme. Hein. Vous avez compris que je ne suis pas pour la Smart City. Je suis pour l'intelligence des humains. Et pour leur capacité à s'engager. Je me permets de rebondir sur cette belle conclusion pour annoncer la fin de ce webinaire. J'espère que cette introduction à l'architecture frugale vous aura plu. C'était le dernier événement des portes ouvertes Éco-Bâtisseurs 2022, où d'autres activités se déroulaient à côté, par exemple des visites de maisons en Wallonie et à Bruxelles, maisons passives, maisons en paille, etc. Un atelier pratique de pose d'enduit d'argile, des tours de visite en bus, des tours thématiques. Voilà, donc on avait beaucoup d'activités qui se tournaient autour. On a aussi réalisé 2 autres webinaires qui seront disponibles sur YouTube. Il y en a un qui était sur les PEB à Bruxelles, la législation PEB, et l'autre sur les isolants naturels. On avait différents intervenants qui parlaient de paille, de cellulose, des entrepreneurs spécialisés en pose d'ossature en bois, etc. Nous tenions aussi à vous remercier, car vous êtes plus de 2000 personnes cette année à avoir participé aux différentes activités organisées par EcoConso sur le thème de l'éco-construction. Donc, 2000 merci. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine où nous espérons vous voir aussi nombreux. Pour toutes les questions qui n'auraient pas été répondues aujourd'hui, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à les envoyer au service d'EcoConso, info@ecoconso.be, je le répète. Et n'hésitez pas à vous inscrire également sur le groupe Facebook d'EcoConso, Rénover et construire plus durablement pour continuer les échanges. Nous vous souhaitons une excellente soirée et au plaisir pour une prochaine édition. Bonne soirée.